Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur les médias leaders Watt FM et Troy TV. Sur la table des juges pour cette 4e audience de la semaine, le projet de loi portant dépolitisation de l'administration en public et renforcement de la méritocratie adopté hier par le gouvernement burkinabé. Pourquoi faut-il dépolitiser l'administration publique et que faut-il attendre d'une telle loi? Nous en parlons avec le collège des juges du tribunal de l'actualité au grand complet. Bonjour juge Bernard Abougma. Bonjour président Toumondi, bonjour juge Vaha, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Toumondi, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Vaha, bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le prétoire du tribunal de l'actualité qui vous propose chaque jour un décryptage sur mesure des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Et pour commencer cette audience, voici les avant-propos des juges. Avant-propos des juges, on commence par vous, Bernard Abougma. Merci président. Alors aujourd'hui, nous sommes au 1er décembre de l'année 2022. C'est aussi la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Donc cette pandémie qui effectivement à un moment donné a décimé une bonne partie de la jeunesse africaine, mondiale et africaine également. Maintenant, avec les efforts et tout ce qui a été fait comme travail contre la discrimination liée à ça, contre la stigmatisation liée à ça, et puis l'avènement des antirétroviraux, ça a permis effectivement de diminuer le taux de prévalence et de traiter ceux qui souffrent du VIH-Sida comme toute autre pathologie ou toute autre maladie. Donc ça a permis que le regard de la société change vis-à-vis effectivement des porteurs du VIH-Sida parce que c'était du virus, parce que ce n'était pas simple en son temps. C'était la stigmatisation et puis c'était assimilé à une maladie de ceux qui ça donnait à la débauche et tout. Alors aujourd'hui, ça a vraiment évolué à telle enseigne qu'il y a d'autres pathologies qui sont en train de prendre le dessus par rapport au VIH-Sida. Des gens ont consacré toute leur vie à lutter contre, comme on appelle ça, ce fléau. J'ai dit à un moment donné, effectivement, qui a fouetté de plein fouet les pays africains, qui a porté un coup dur à certaines économies compte tenu de la situation. Donc du courage à ceux également qui sont dans la lutte et à ceux aussi et à toutes ces personnes qui aujourd'hui portent ce virus dans le corps et dans l'âme. Mais aussi c'est une pathologie qui depuis là, avec tout ce qu'on a donné comme recherche et prouesse scientifique, on n'est pas arrivé effectivement à pouvoir contenir ça avec un vaccin et tout. Mais bref, après, il y a d'autres pathologies. Oui. Le coronavirus est venu à faire son temps. Ça n'a pas été, c'est pas dans les mêmes durées, dans les mêmes proportions. Mais aujourd'hui, je dis bien, on est beaucoup plus sur d'autres fronts de pathologies comme le cancer et tout. Donc, c'est la journée mondiale. Donc, je fais un avant-propos et faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui sont dans le cadre de la lutte contre la maladie VIH-Sida. Un clin d'œil à tous ceux qui sont dans le cadre de la lutte, mais également une pensée à tous ceux qui vivent avec ce virus et qui, en tout cas, s'en sortent bien d'une manière ou d'une autre. Et il ne faut pas les stigmatiser. C'est le 1er décembre, vous l'avez souligné, c'est le tout premier jour du dernier mois de cette année. Pour les gens qui aiment les comptes à rebours, eh bien, il nous reste encore 31 jours avant la fin de l'année. Juge Geoffroy Vaha, votre avant-propos du jour. Oui, merci président. Il y a cette information qui nous est parvenue, je pense de la SONAGES, via sa page Facebook, qui a informé que, je pense que c'est hier, mercredi, l'un de ces magasins a été vandalisé à Arbinda par des populations. On connaît la situation là-bas. C'est la précarité totale du fait de l'insécurité. Donc, je sais que c'est vraiment difficile de faire du stock à côté de personnes qui n'ont plus rien. Et quelquefois même peut-être qui n'ont même pas les moyens de pouvoir s'approvisionner en quoi que ce soit. Ça n'excuse peut-être pas, mais moi je pense que ça peut vraiment se comprendre. Mais ça doit nous interpeller, nous,
pour nous dire qu'il y a une bonne partie de Burkinabés qui sont dans un dénuement terrible et total. Je crois que ça, c'est au-delà des leçons de morale et autres qu'on veut donner. Je pense que c'est la piqûre de rappel que cela devrait nous donner, nous qui sommes peut-être dans un petit confort ici à Ouagadougou. C'est se rappeler d'eux. C'est pour ça qu'il faut saluer toujours les petits gestes qui sont faits à l'endroit des personnes déplacées internes, à l'endroit des Burkinabés qui continuent de souffrir dans les chairs. Parce que lorsqu'on n'a plus rien, quelquefois la dignité est un luxe et même comment dire cela, la morale devient quelque chose qui n'est pas loin d'un détail pour soi. Donc c'est comme ça que moi je lis l'information que je viens de voir. C'est vrai qu'ils nous rassurent que c'est pas tout ce qu'ils ont là-bas qui a été vandalisé. Donc il y a encore des choses qui sont possibles. Mais je pense que ça doit nous interpeller et c'est comme ça que ça me parle aujourd'hui. Une interpellation donc à mieux faire les choses. Oui, juge Inoussa Ouedraogo, on vous écoute. Merci Président. Ce matin, le président Ibrahim Traoré reçoit les acteurs de la société civile pour échanger. C'est vrai que l'ordre du jour n'est pas connu par nous pour le moment, mais je pense que c'est une belle initiative de discuter régulièrement avec aussi bien les partis politiques que les acteurs de la société civile. C'est la deuxième fois que le président les reçoit en l'espace d'un mois. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de rendre certainement compte de certains éléments de la gouvernance et certainement aussi attendre les attentes aussi de ces acteurs clés-là de notre vie politique et sociale. Et j'espère que ce sera une occasion d'aborder des questions de fond, notamment sur la vision du président par rapport à un certain nombre de questions, notamment diplomatiques, parce que beaucoup d'acteurs de la société civile veulent comprendre. Et finalement, on va où? Il y a ceux qui pensent qu'il faut que la France plie bagage. Il y a ceux qui appellent la Russie à s'installer. Il y a ceux qui parlent de diversification de partenaires. Et jusque-là, nos autorités semblent louvoyer. Et c'est très intéressant que le président saisisse l'occasion de cette rencontre-là pour clarifier sa position vis-à-vis donc des acteurs de la société civile et de façon générale vis-à-vis des Burkinabés. Ça permettra à chacun donc de savoir à quoi s'en tenir et ça évitera justement des interprétations qui peuvent porter à équivoque et qui mettent souvent en danger certains, je dirais, chancelleries qui sont dans notre pays. Voilà un peu l'interpellation que je voulais faire à l'endroit donc de nos autorités qui reçoivent ce matin donc ces acteurs de la société civile. Une rencontre sans doute de clarification. On attendra d'avoir de plus amples informations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité sur la télévision interactive Troy TV. Vous nous suivez également en modulation de fréquence sur 100.7. C'est Radio Watt FM, la radio 100% urbaine. Avant d'en venir au sujet sur la table des juges aujourd'hui, parlons de cette première rencontre, ou reparlons si vous voulez de cette première rencontre le 29 novembre dernier entre l'ambassadeur de France et le chef du gouvernement burkinabé. On en a débattu hier et on apprend maintenant que le Burkina sollicite l'aide de Paris pour l'équipement et le financement des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Bernard Bougma, le chef du gouvernement burkinabé, a indiqué à Luc Halad que la France pourrait aider le Burkina en fournissant des armes et des munitions et en prenant financièrement en charge les VDP. Oui, effectivement, cette réaction, pour ne pas dire cette sortie du Premier ministre, a soulevé des commentaires allant dans tous les sens. Et donc, il y en a qui sont indignés, il y en a qui disent que c'est aussi un discours de vérité. Donc, les appréciations sont différentes. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est que dans le cadre de la coopération, si réellement on a des besoins clairs à demander à celui qui se présente à nous comme partenaire et coopérant, on est en droit et en toute liberté de lui demander ce qu'on veut. Donc, de mon point de vue, lui demander de façon ouverte, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous pouvez nous donner ce coup de main là où vous ne pouvez pas? C'est aussi simple que cela. Si vous ne pouvez pas, dites-nous. Si vous pouvez également, nous sommes preneurs. Il a même pris le cas
de l'Ukraine, où effectivement la France est résolument impliquée dans la recherche de solutions et dans l'appui. C'est vrai que je ne partage pas forcément cette vision des choses, parce que les pays n'ont pas d'amis et ont des intérêts. L'Ukraine, c'est aux portes de la France. Il y a des enjeux stratégiques liés au gaz et à un certain nombre de matières premières et de produits. Donc les échanges, c'est pas au même niveau. Mais quoi qu'il en soit, je dis bien, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. C'est vrai que cette situation en Ukraine doit interpeller sur le sens de pouvoir renforcer les coopérations sur, comme on le dit. Donc entre nos voisins, comment est-ce qu'on se soutient, quelle forme d'aide, quelle forme de coopération nous devons développer. Je pense que c'est ce que la guerre Russie-Ukraine est en train de nous enseigner, parce que ici nous nous battons à nos portes et on a des voisins et on a des pays également qui ne peuvent pas manquer de nous donner soit un hélico militaire ou quelques armes. Ça, il y a des pays qui sont fournis en Afrique et qui peuvent nous donner ce coup de main là. Donc, mais maintenant pour revenir effectivement à la requête pour le soutien au VDP, oui, c'est une initiative portée par le Burkina. Et je dis bien, si la France, qui est notre partenaire, entend aider, est même préoccupée par le fait que des ONG françaises n'arrivent pas à se déplacer convenablement, mais il n'y a pas de problème. Donc on peut lui demander, j'ai dit bien, on peut demander aisément ce coup de main-là, quitte à ce qu'elle refuse et tout. Si on est tant que réellement on est partenaire et qu'on est véritablement engagé sur des théâtres d'opération. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut? J'ai dit parce que ça revient à qu'est-ce qu'on veut avec tel partenaire et tel partenaire. Ouais, en ce moment, dès qu'on clarifie les choses, il n'y a pas de problème qu'on demande à tel partenaire ceci et qu'on demande à tel partenaire cela. Les autres pays le font. Donc, de mon point de vue, ça peut apparaître difficile parce que le même commence à effectivement tenir un discours. Comment on appelle ça, de vérité. Et donc c'est aussi de demander clairement si vous pouvez, voilà, si vous ne pouvez pas aussi, dites-nous en fonction de ça, nous allons aviser. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça moi je prends les choses. Oui, c'est aussi simple que ça. On demande ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, à quel partenaire on souhaite. Oui, Geoffroy Vara, pardon. Quel regard vous portez sur cette requête donc, du gouvernement burkinabé à la France pour financer, armer les VDP? D'abord, ce qu'on a, c'est un point de la direction de la communication de la primature. Ça vient après un autre point qui a été fait par l'ambassadeur lui-même de ses échanges avec le Premier ministre. On connaît en la matière quel est le protocole. Celui qui reçoit ne parle pas souvent. C'est celui qui est reçu qui, lorsqu'il sort, fait le point des discussions qu'il a eues avec celui qu'il a reçu. C'est comme ça que ça se passe habituellement. Donc c'est ce à quoi on a eu droit avec l'ambassadeur de France au Burkina. Et donc si il y a une autre sortie après, pour repréciser un certain nombre d'éléments avec un genre de chapeau, les vérités du Premier ministre à l'ambassadeur de France, ça veut dire qu'on n'est pas si satisfait du contenu et du point qui a été fait par l'ambassadeur de France. C'est la lecture que je fais au premier degré. Quand on a écouté l'ambassadeur de France, c'est dire, en gros, si nous sommes là, c'est parce que vous le demandez. Si vous ne voulez plus, c'est vous qui décidez. En tout cas, nous avons beaucoup de choses à faire ici et c'est ce que nous pensons. Avec l'aide que nous vous apportons, on a même donné des montants et tout. Et puis, ce qu'on peut apporter en termes de collaboration sécuritaire, en tout cas, on est prêt. C'est le message en gros qu'il avait donné. Mais on se rend compte que la primature n'est pas si satisfaite. Parce que pour elle, sûrement qu'il y a des éléments qui manquaient, parce qu'il y a des vérités qui ont été dites sur lesquelles l'ambassadeur de France a vite fait de passer. Donc, une sortie pour repréciser quelques points du contenu des discussions. Mais en même temps, à qui s'adresse ce communiqué? C'est au Burkinabé. J'ai dit ici hier que, attention, il faut bien lire en regardant les faits et plutôt qu'autre chose. C'est ça. Ici, on nous dit que la question du départ des forces spéciales est aussi sur la table. Alors que lorsqu'on écoute l'ambassadeur de France, on n'est même pas jusqu'à ça. Il dit le départ est sur la France. S'il doit y avoir des opérations sur notre sol, cela doit être chapeauté par un officier burkinabé. Ouais. Ce sont des conditions claires qui sont posées. Et
quand vous regardez sur la question des VDP, il dit pourquoi est-ce que vous ne viendrez pas nous appuyer en armement et en logistique, et même en financement. Oui. Et même en financement. En prise en charge. En prise en charge. En tout cas, pour ceux qui veulent que la France dégage, c'est clair qu'ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Mais ça peut être aussi une boutade. Parce que le langage aussi, il ne faudrait pas le prendre toujours au premier degré. Ça peut être aussi une boutade. Pour dire que si vous voulez nous aider, il faut le faire franchement. Et il prend l'exemple par exemple de l'Ukraine, mais maintenant là c'est là où il se trompe un peu. Ça c'est de mon point de vue. Vous savez, chacun est libre de dépenser son argent comme il veut. Et maintenant vous tirez les leçons de cela. Je crois que ça c'est important. Maintenant si vous avez des besoins à exprimer, vous les exprimez. Et puis c'est comme on l'a vu à un moment donné à Yalgado. C'était comment il s'appelait le directeur général, c'était Sangaré. Il a dit ok, Yalgado a besoin de beaucoup de choses, mais ne venez pas nous donner n'importe quoi. Vous venez nous donner selon les besoins qu'on a. Donc vous exprimez vos besoins. Maintenant lui il est libre de faire ce qu'il veut. Donc ce que la France donne à la Russie, je ne vais pas revenir sur ce que Bernard disait, c'est du géostratégique et d'intérêt pur et dur français. C'est ça. Et voilà, c'est ça la réalité. Donc on ne va pas les juger là-dessus, ça c'est se tromper de grille. Mais ça peut être une boutade. Maintenant, il ne faudrait pas voir ça comme un appel forcément ouvert à dire on a tellement besoin de vous, venez financer nos VDP, comme si on a lancé le recrutement de 50 000 VDP, mais on ne sait même pas comment est-ce qu'on va trouver des financements pour s'en occuper. Peut-être qu'il ne faut pas prendre ça au premier degré comme ça. Ça peut être une boutade, ça peut être une façon de parler, et moi c'est comme ça que moi je le conçois. C'est vraiment l'analyse que je fais de ces échanges, et surtout de l'obligation faite par la partie Premier ministère de venir clarifier un certain nombre d'éléments. Un certain nombre de choses qui ont été dites au cours de cette rencontre. Inoussa Ouéraogo, avez-vous la même lecture que Geoffroy Avara? Doit-on prendre cette requête au second degré comme une boutade, ou est-ce que véritablement l'État burkinabé demande à la France, écoutez, puisque vous dites, vous proclamez bien que vous nous aidez sur tous les plans, ben, investissez-vous dans ce créneau-là pour amener les VDP à être plus efficaces sur le terrain. Bon, vraiment, cette question, moi, quand j'ai vu ça, je ne sais pas, je me suis demandé s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Parce que moi, ça me pose énormément de problèmes. Qu'à ce stade-là, des gens veuillent faire des boutades et s'amuser, alors qu'il s'agit de questions éminemment sérieuses. Quelqu'un a caricaturé le pouvoir actuel en disant justement qu'il ressemblait à une sorte de tricycle où il y a d'un côté le peuple qui tire par la droite, de l'autre côté le Premier ministre qui tire par la gauche, et puis devant le président Ibrahim Traoré qui essaie aussi d'avancer à sa manière. Il n'y a pas une sorte d'harmonie, de vision dans tout ce que nous sommes en train de mener en ce moment. C'est le sentiment que j'ai, et je pense que cette demande qui est formulée, dit-on, par le Premier ministre, qui est de demander à ce que la France donc, nous donne des munitions et de l'argent pour appuyer les VDP. Si c'est vrai, on serait toujours dans cette situation-là où les uns vont à gauche, d'autres vont à droite et d'autres vont devant. Et ça ne peut pas nous permettre d'avancer dans la lutte. On a certes besoin de l'appui de tout le monde. Souvent, quand on se noie, on est prêt même à s'accrocher disons, au crocodile. Mais au point de demander de cette façon-là de l'aide, est-ce à dire vraiment que nous avons atteint ce niveau-là où nous pouvons lancer le recrutement de 50 000 combattants sans savoir exactement comment nous allons les prendre en charge et comment nous allons les équiper pour mener le combat. Si c'est ce que ça traduit, à mon avis, c'est très grave. Maintenant, il appartient à nos autorités de sortir nous clarifier, parce qu'il y a toujours, depuis l'avènement du MPSC 2, toujours une première déclaration et ensuite un communiqué de rectification.
On est dans la rectification. Voilà pourquoi je crois que peut-être qu'ils vont encore rectifier cette information que nous avons eue. Ou bien peut-être qu'ils vont nous sortir un communiqué pour confirmer. Mais moi, en tout cas, j'avoue que je suis perdu parce que je ne comprends plus rien. De ce que je sais, quand le président du Faso, Ibrahim Traoré, nous a reçus, il a indiqué clairement que ce pays-là est riche, que ce pays a les moyens et que pendant longtemps, les gens nous ont caché cela et qu'ils savaient qu'ils mentaient. Il l'a dit de façon crue. Oui. Alors, mais d'où vient qu'aujourd'hui, on vient nous dire que la France n'a qu'à donner de l'argent pour prendre en charge les VDP. Moi, je tombe des nues. Mais je dis que ceux qui ont pris cette décision-là l'assumeront entièrement devant le peuple et devant l'histoire. Ceux qui ont pris... Oui. Bon, D'abord, Geoffroy Bara, allez-y. Vous voyez, hier, on faisait un débat ici. C'est ça. Moi, ça me fait sourire. J'ai dit hier que pour moi, ce qui importe, ce n'est pas les paroles là, c'est les actes de ceux qui sont là. Parce que depuis le MPSR 1, il y a quelque chose de non véritablement lisible dans cette affaire. Je l'ai dit ici hier. C'est pour ça que j'ai dit que pourquoi est-ce qu'on mène ce débat-là alors qu'au Mali, c'est dépassé? Il y a des gens qui se sont assumés. Oui. Donc pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on parle de ceux qui nous gèrent et qui semblent ne pas être très clairs sur la question? En même temps qu'on dit c'est sur la table, ils peuvent partir, on dit non, vous pouvez nous donner des armes, on va aller financer, vous allez financer les VDP. Bon, quelle logique? Quelle logique? C'est de ça que je parlais hier. Mais on en revient encore à ça ici aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas une vision claire, tant qu'il n'y a pas une posture claire, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez devant que vous avancez. Oui, c'est ça. Si vous n'avez pas de direction, vous ne savez pas si vous avancez ou vous reculez. Parce que c'est une question d'objectif. C'était mon propos justement d'hier sur cette question. Ce n'est pas faire comme le Mali ou ne pas faire comme le Mali. Mais c'est que quand on dit qu'on veut aller dans un sens, il faut que ça se sente et que ce soit clair. Et là, on a l'impression plutôt qu'on donne souvent des brides, des propos pour contenter une masse, mais contenter des gens qu'on a dans la rue. Et là, pour moi, si c'est comme ça qu'on va gouverner, moi c'est très grave. Et ça, c'est vraiment ma conviction. C'est la conviction du juge Geoffroy Bara, Bernard Bougon. Oui, personnellement, je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas le contexte de cette audience. C'est sûr que l'ambassadeur est allé demander de la clarification entre le Burkina Faso et la France par rapport aux récents événements ces derniers temps. Des violences subies par les enclaves diplomatiques. Qui ont commencé lors de la chute de Damiba et de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que à la télévision nationale, un officier subalterne nous a regardé droit dans les yeux et a dit que Damiba est entre les mains des forces spéciales françaises à mesure de planifier une opération pour reprendre la victoire du peuple. Il a clairement dit que c'était sous protection entre griffes. C'est après que dans l'interview, le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il ne peut pas confirmer, mais selon les informations... La première interview. Voilà, la première interview. Il a accordé à une radio de la place. Exactement. Qu'il ne peut pas confirmer, mais selon les infos qu'il a en sa possession, il doit y être. Mais lui, dans sa posture, il ne peut pas confirmer. Donc on était dans ce flou-là. Donc les uns et les autres sont sortis pour dire à la France, de rester tranquille, de ne pas toucher leur victoire et de donner Damiba pour qu'ils gèrent. Et ils sont allés s'en prendre à la représentation, ils sont allés s'en prendre à l'Institut français au niveau de Ouaga, au niveau du Bobo et même à l'ambassade. Donc ça, ce sont des faits. Et après, les manifestations France Dégage se sont multipliées les vendredis. Ça, c'est des faits. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a ces audios-là qui circulent sur les réseaux sociaux qui disent bon, j'ai telle information, j'ai telle révélation, on a découvert, il y en a qui disent même qu'ils ont même découvert des tunnels qui ont été creusés par l'armée française à Cambouin-Saint. Donc, entre partenaires, naturellement, il doit y avoir une clarification. Et de mon point de vue, cette audience, c'est sûr que c'était une audience de clarification. Mais maintenant, si il y a après un papier de la primature qui revient dire les vérités, c'est comme Geoffroy l'a dit, ça participe toujours de la clarification d'un certain nombre de choses qui n'ont pas effectivement été... Qui n'étaient pas ressorties. Et quand
il y a même une partie où le Premier ministre dit les Burkinabés cherchent une bouée de sauvetage pour leur pays. Et si cette bouée de sauvetage doit provenir d'un autre pays autre que la France, pourquoi pas? C'est-à-dire, ça peut être même l'appui que nous demandons. Si vous pouvez, vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Mais ça peut venir d'un autre pays, c'est pas un problème pour nous. Mais en attendant, on a aussi des préoccupations sur notre table. Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est oui ou non. Et comme on appelle ça. Et quand l'ambassadeur dit qu'il est inquiet parce que les ONG françaises n'arrivent pas à se déplacer sur le terrain, il dit c'est là, et je cite encore ce que le Premier ministre dit, c'est la raison pour laquelle vous devez nous aider à avoir du matériel nécessaire pour venir à bout du terrorisme. C'est-à-dire que si notre partenariat doit continuer, non seulement il doit être franc, honnête et sincère, mais dans le même temps, on a des défis à relever, nous comptons sur vous. Si vous pouvez, voilà. Si vous ne pouvez pas, un autre pays aussi pourra le faire. Alors, donc, c'est pourquoi moi je dis, il y a de la sérénité à avoir. Maintenant, comme ils disent que c'est des vérités du Premier ministre à l'ambassadeur, c'est-à-dire l'ambassadeur est venu avec ses préoccupations. Et en face, il y a un Premier ministre aussi qui a tenu... Qui a lui aussi mis ses préoccupations sur la table. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous ne pouvez pas? Bon... Et sur la question, l'épineuse question des forces spéciales, les options sont sur la table. Et même en France, la ministre a dit la dernière fois que le départ des forces spéciales est envisagé. Ça a été dit clairement, même par la France. Je l'ai même cité ici la dernière fois lors du tribunal de l'actualité. Donc, même si cette option est sur la table. Mais maintenant, c'est là où je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur. Quand il dit que, bon, pour leur départ, ça dépendra des autorités. Si les autorités veulent, et ils restent. Si les autorités ne veulent pas, ils peuvent partir. La réalité, c'est qu'il y a une vérité de l'histoire à dire. Parce que nos grands-parents se sont levés un matin et ont trouvé quelqu'un qui est venu, qui ne leur ressemble pas du tout. D'un point de vue du teint, de la morphologie et d'un certain nombre de choses et des moyens d'action. Ils disent, mais lui, là, il vient d'où? Il n'est pas albinos, il n'est pas ceci, il n'est pas celui-là. C'est qui? C'est comme ça que ça a commencé. Et après, on a commencé à mettre une administration en place. Entre l'administration française et l'administration anglaise, c'est différent. Les Français, c'est direct rule, ceux-là, c'est indirect rule. Même déjà dans la conduite, ce n'était pas les mêmes choses. Regardez les colonies sur le continent africain, les colonies purement francophones, les colonies purement anglophones. Regardez comment les pays sont gérés et regardez comment les autres ont appris de leur crise et ont avancé. Donc la réalité, elle est là implacable. Donc il y a une vérité de l'histoire aussi qui est là. Mais aujourd'hui, est-ce que on peut faire fi d'un certain nombre de choses? Non. Il faut remettre les choses sur la table. Il faut discuter sur tous les aspects de la coopération, même multilatérale, je dis bien. Il faut remettre les choses sur la table, d'autant que le Premier ministre s'émeut du fait que, je le cite, cela fait 6 ans que le Burkina Faso est acculé et ça n'émeut personne. Oui, on donne une dernière fois la parole au juge Geoffroy Baha sur ce prélude qui s'allonge, mais on va y arriver. Oui, parce que c'est très intéressant. On a eu un premier point sur lequel on a jeté un regard. Exactement. Là maintenant, on a un autre angle sur les discussions qu'il y a eu là-bas. Mais vous savez, je préfère prendre ça comme une boutade. Je préfère prendre ça au second degré, parce que s'il faut le prendre au premier degré, et si le Premier ministre est vraiment sérieux, c'est qu'il y a un gros problème. Ah oui, c'est qu'il y a un gros problème. De demander à la France aujourd'hui de nous armer et de financer les VDP, c'est qu'il y a un gros problème dans le discours. On ne peut pas aller à Accra, venir s'offusquer de ce que il faut qu'on se dise certaines vérités. Si d'aventure on ouvre à d'autres intérêts, d'autres groupes, parce qu'on a vu des Européens qui étaient nombreux, qui voulaient financer, qui ont commencé à montrer leur intérêt pour l'initiative d'Accra, on a dit tant que le financement n'est pas endogène, si ce n'est pas entre nous, c'est pas la peine. On a entendu le Premier ministre le dire, mais vous n'allez pas finir avec l'initiative d'Accra. Dites des choses comme ça, et puis venir demander pour une question aussi endogène, c'est-à-dire qu'une réponse domestique, comptez encore sur des armes françaises et sur du financement français. Et tenir le discours du départ, il y a une illogique qui est très profonde. C'est pour ça que j'ai dit, je préfère prendre ça au second degré. J'espère que c'est au second degré. Alors 1 minute, parce que comme les 2 autres juges en ont parlé, 1 minute encore avec Inoussa Ouedraogo. L'ambassade ou l'ambassadeur de France n'a pas encore accédé à cette requête. C'est une requête qui est en train d'être analysée apparemment
apparemment, la France n'est pas très encline à vouloir financer ce qu'elle considère comme des forces parallèles ou des milices, ils ont dit dans le communiqué. En tout cas, si moi j'avais la possibilité de donner un conseil au Premier ministre ou au président Ibrahim, ou si j'avais le pouvoir de décider, je n'aurais pas pris cet argent-là pour financer les VDP. La question de notre sécurité là, on ne peut pas aller jusqu'à demander de l'argent pour payer les salaires ou en tout cas pour encourager les volontaires. Si on n'a pas d'argent pour eux, qu'on le leur dise clairement, nous n'avons pas d'argent. C'est pourquoi, souffrez au président, que je revienne un peu sur l'ALT. Ouais, en une minute. Pour des institutions comme ça, qui coûtent des milliards et dont on peut s'en passer. On ne dit pas que ce n'est pas important, mais pour les 20 mois, on aurait dû s'en passer. On aurait pu s'en passer. Et tous les spécialistes l'ont dit. On a tenu mordicus, on l'a mis. Et après, pour des questions de fond qui touchent à la vie au quotidien des Burkinabés, on est obligé d'aller tendre la main. Et j'ai dit, c'est ce mendiant qui est assis sur de l'or, qui continue à tendre la main là. C'est ça que nous devons arrêter. Et le Premier ministre doit être conséquent avec lui-même. Moi, je commence à me poser des questions sérieuses sur son orientation sankariste. Mais c'est un autre débat. Et Sankara n'aurait pas fait ça. C'est un autre débat, c'est un prélude qui s'est allongé, mais c'était pour la bonne cause. On en parle aussi depuis. L'administration publique burkinabé est fortement politisée, et tout comme pour les chefs traditionnels qu'il faut, selon le mot du président de l'association Racine, sortir de la politique politicienne, il faut aussi sortir la politique de l'administration. N'est-ce pas, Bernard Bougman? Bon, moi je suis d'accord en partie, mais parce que moi j'attends de voir tout le document, tout le fond du document, pour savoir les aspects de dépolitisation, avant effectivement de pouvoir me prononcer clairement. Oui, mais aujourd'hui, en tant qu'observateur, quels sont les avatars de cette administration publique? Les avatars, c'est que parfois c'est même pas de la politisation, c'est du copinage. Donc souvent l'administration burkinabé, c'est même pas d'abord du fait de la politisation, c'est d'abord du fait du copinage. Donc, on peut être du même parti politique et à l'intérieur du copinage par rapport au choix, à l'excellence du choix, à la qualité du choix. Donc, on va préférer les copains, les amis et tout par rapport à, comment on appelle ça, à la technicité. Donc, dans le même parti politique, regardons comment les élections se font au niveau local. Vous avez des candidats qui n'ont pas été postés parce que. Vous avez des maires qui ont été bloqués parce que. Et ça, c'est la conséquence de ce copinage. On dit, bon, le baron veut un tel, il faut que c'est lui qui soit le maire, sinon ça va pas marcher. Si on s'amuse, ça va être à notre dépend. On a vu le cas de Saponé et plusieurs autres communes. Donc, l'administration burkinabé a d'abord la question du copinage. Il y a la question politique aussi qui est là. Mais la réalité aussi, c'est parce qu'il y a un parti politique qui a eu le pouvoir d'État à l'issue d'élections qui gère avec ses hommes. Et donc on dit aux partis politiques, vous écrivez pour dire que si vous dites que vous êtes de la majorité ou vous êtes de l'opposition. Oui. Donc si vous dites que vous êtes de l'opposition, vous êtes l'autre est de la majorité. Donc dans ces conditions, comment on part aller chercher un technicien opposant pour venir et qu'il accepte venir et que son président valide même son choix. Oui. Donc il y a des cas où le président s'est pratiquement opposé. Si tu pars, c'est qu'on t'a perdu. C'est qu'ils t'ont récupéré. Donc par crainte aussi d'être récupéré, le technicien dit il ne vient pas. Parce qu'on n'est pas du même parti politique. C'est sûr que vous faites une stratégie pour m'avoir. Il y a ces questions-là. Il y a aussi que pour les questions de nomination, il y a un problème aussi de confiance. C'est une question de confiance également. Donc il y a toutes ces entités à mettre là-dedans. Maintenant, sur par rapport aux autres avatars, naturellement, c'est comme on le connaît, c'est le copinage, la corruption, les retards, tout ce qu'il y a comme autres avatars. Mais maintenant, lié à la question politique, c'est aussi ça, les clans. Même à l'intérieur du même parti politique, il y en a qui sont nommés, il y en a qui ne sont pas promus parce que relevant du bon petit de un tel ou de ceci ou de cela. Donc il y a ces réalités-là. Oui. Mais comment on dépolitise?
C'est la question fondamentale. Qu'on dise à quelqu'un de ne pas se mettre dans les habits de son parti politique pour venir s'asseoir, ou que la salle de réunion du ministère ou de la direction générale ne soit pas retenue pour des réunions de partis politiques, que des meetings ou de ceci ne s'y tiennent pas, que des gadgets ne pavanent pas, ces aspects-là, je dis bien, moi je peux comprendre. Mais ça veut dire que parce que si c'est pas très bien compris, on va nommer quelqu'un ici, on va dire ah, on a dépolitisé, c'est un homme politique, pourquoi on le nomme? Il y a de la compréhension des choses, mais je dis bien, je reste prudent sur cette question parce que j'ai pas encore tout le document par rapport à, même si je suis d'accord que sur les questions politiques, il faut mettre de l'ordre parce qu'il y a un abus. Oui, bien sûr, on attendra aussi que l'Assemblée législative de transition adopte ou valide en tout cas le projet de texte envoyé que le gouvernement va envoyer. Pour préciser et pour ce qu'on sait du compte rendu qui a été fait hier, eh bien, le texte proposé interdit l'utilisation des biens de l'État pour aller battre campagne, le port des effigies au niveau de l'administration publique au nom des partis politiques, la constitution de comités politiques au sein de l'administration et même les souscriptions politiques au sein de l'administration publique. Oui, Geoffroy, votre jugement sur cette question. C'est vrai que ce que vous avez cité, pour moi, ça participe de la dépolitisation. Parce que quand on porte l'effigie d'un parti politique, un vêtement qui arbore l'effigie d'un parti politique à son lieu de travail, je ne sais pas quel est le sens, si ce n'est qu'on est, si ce n'est qu'on est en campagne de promotion pour le parti alors que ce n'est pas le lieu. Et je crois que ça c'est normal. Et dire qu'on ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour aller battre campagne, et même pour autre chose, même à des fins privées et tout, pour moi ça c'est normal. Donc ça participe en tout cas de la dépolitisation. Maintenant, je pense que ce qu'on doit rechercher, c'est une administration plus républicaine où c'est le mérite qui est celui-là qui est d'abord mis en avant. Donc on est dans un genre de méritocratie. C'est ça. Maintenant, si dépolitiser peut permettre cela, ok. Maintenant, c'est quoi dépolitiser? C'est ça la grande question. Puisque ceux-mêmes qui disent en être les chantres, quoi qu'on dise d'une façon ou d'une autre, sont dans une bonne politique. Vous allez me comprendre après. Le problème, c'est quoi? C'est une administration plus républicaine où on a des comment dire, des curricula clairs, on a des éléments clairs. Lorsqu'on veut nommer quelqu'un, il y a des éléments non subjectifs. C'est-à-dire qu'on est dans une objectivité dans le processus de désignation. Mais là, ça veut dire que quand vous-même vous nommez les gens, vos directeurs que vous êtes en train de nommer, ceux que vous êtes en train d'enlever d'abord, ça veut dire qu'il y a un problème d'efficacité de résultat. Maintenant, si vous venez, vous enlevez même ceux qui sont bons pour mettre des médiocres, et puis venez nous prêcher la dépolitisation de l'administration, vos nominations ne sont pas politiques. C'est un acte politique. C'est un acte politique. Donc je veux dire, c'est quoi on appelle dépolitisation? Quand ils vont finir de nous expliquer ça, on va se comprendre. Est-ce que c'est enlever le politique dans l'administration? Parce qu'aujourd'hui, l'acteur politique, il est en train d'être, dans la vie de la nation, il est en train d'être mis à l'écart, alors que quand on va parler de l'après-transition, quand on va commencer à parler d'élections et tout, c'est ceux-là qui vont venir compétir. C'est ça la réalité. Oui. Mais je ne dis pas que c'est pour autant qu'on doit leur permettre leur activisme politique dans l'administration. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas normal. Mais je dis, il faut donner l'exemple. Il ne faut pas dire on va faire comme ça, alors que vous-même dans vos nominations, quand on lit, il y a des DG qui étaient très bons que vous enlevez et vous emmenez des gens, on ne comprend pas. Ça, ce n'est pas des exemples qu'on ne peut pas citer ici. Donc il faut qu'eux-mêmes commencent par donner l'exemple. Et notre administration, c'est vrai, elle a besoin d'être républicaine. Oui. On ne peut pas... Vincent Bazier est bien placé. Si pour des luttes... Le ministre de la fonction publique. Oui, si pour des luttes, on a des syndicats qui peuvent prendre des photos ou mener des choses et puis on balance ça sur les réseaux sociaux. C'est des actes cocasses. Ça, c'est quoi? Il faut pouvoir corriger tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, c'est une question d'intérêt. Donc je veux dire qu'on a une administration qu'il faut repenser. Mais il ne faut pas penser que c'est que les textes là qui vont changer beaucoup de choses. Non, il faut d'abord la leçon, il faut d'abord l'exemple.
si vous venez donner des process qui sont clairs et qui font du process quelque chose d'objectif et qu'on se tient à cela, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire aussi que vous, en Conseil des ministres, quand vous nommez les gens là, quand on donne le nom, c'est que lui là, c'est une tête, c'est bon. Mais si c'est pour envoyer des gens à des postes et puis après venir leur demander qu'ils envoient tel nombre de millions, parce que on a vu les révélations récemment. Hein, avec la Lonabé. Avec la Lonabé. Parce qu'on met quelqu'un, des fois parce qu'on sait que bon, on aura besoin. Si on continue de faire ça et qu'on dit que non, l'administration, on va la dépolitiser, on va faire la promotion de la méritocratie, bon, à qui vous prêchez? Ouais. La dépolitisation de l'armée, pardon, la dépolitisation. Bon, la dépolitisation de l'armée, ça aussi. L'armée même, elle est politique. Oui, elle est en train. C'est ce qu'on avait dénoncé sous Damiba. Exactement. Il y avait une militarisation de l'administration. Heureusement que bon, on a tellement critiqué que bon, ils ont compris un peu. Mais bon, c'est l'armée qui a causé la main. Ouais, alors la dépolitisation de l'armée, ça c'est un autre chantier. On parle plutôt de la dépolitisation de l'administration publique. Et pour vous, juge Inoussa Ouedraogo, eh bien, rien ne sert d'aligner des mots, il faut surtout des actes, il faut surtout dans le comportement. J'ai souvent dit ici qu'en toute chose, c'est le comportement qui compte. Alors, comment est-ce que vous voyez cette question de la dépolitisation de l'administration publique? Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un vieux sujet, ça n'a pas commencé avec le gouvernement actuel. Peut-être que c'est en train d'aboutir avec ce gouvernement. Mais sur la question, moi je veux faire juste deux observations. L'administration elle-même fonctionne en tenant compte d'une vision politique. C'est le politique qui donne le là de comment l'administration gère les dossiers. Ça, c'est le premier aspect. Donc, sur cet aspect-là, je me demande comment le ministre lui-même, qui gère l'administration, est probablement issu d'un parti politique, avec une vision politique, nommé par un homme politique, qui vient au niveau de l'administration, qui parle de dépolitisation. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Juva, qu'il nous faut définir clairement le contenu qu'on met dans dépolitisation. Et comme on n'a pas l'entièreté du document, c'est difficile de s'y avancer. L'autre aspect, c'est que de façon concrète, la dépolitisation suppose quoi? Que si je suis dans un parti politique, que je ne suis plus nommé à un poste de responsabilité? Est-ce à dire qu'on enlève à tout fonctionnaire le droit de ne pas s'engager en politique? Je ne pense pas que c'est de cela qu'il s'agit. Oui, laissez-moi terminer. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce que nous sommes en train de dénoncer, à savoir qu'on ne peut pas faire de politique dans les bureaux, qu'on ne peut pas... Ça, c'est des pratiques qui étaient déjà interdites. Maintenant que des gens le faisaient par laxisme au plus haut sommet de l'État, ça c'est une autre chose et il faudrait justement mettre de l'ordre. Et ça n'avait pas peut-être besoin, à mon avis, de faire un texte spécifique, parce que les règles de la fonction publique, je ne suis pas fonctionnaire, mais le peu que je sais, c'est que les règles de la fonction publique interdisent justement qu'on mette en place dans des structures de l'administration publique des sections de partis, de tel ou tel parti. Voilà, c'est formellement interdit. Maintenant, si les gens le faisaient et qu'on ne les sanctionnait pas, c'est un autre problème. Dans tous les cas, ce serait bien effectivement de clarifier ce décret en question qui va permettre de comprendre c'est quoi la dépolitisation, jusqu'où on va l'appliquer, son champ d'application s'étend. Et puis bon, ça permettra aux uns et aux autres de savoir à quoi s'en tenir. Sinon, pour moi, il faut plutôt moderniser l'administration, la rendre plus professionnelle et au service des populations. Moi, peu importe, je dirais, je m'en fous de ta couleur politique. Je viens pour faire mes papiers. Il faut le faire de façon professionnelle, de façon courtoise, telle que
les textes de l'administration publique l'exigent. Donc c'est vraiment d'une administration républicaine qu'on a besoin, d'une administration au service des administrés, c'est tout. Maintenant, les questions de faire des meetings, utiliser les véhicules ou bien le matériel de l'État pour battre campagne, tout ça, c'était déjà interdit, et de par le passé, j'ai vu qu'on a traqué des gens qui sont sortis par moment avec des véhicules de l'État pour aller battre campagne. Il faut appliquer strictement les règles de l'administration. Sinon, effectivement, il y a des moments aussi où il faut reconnaître que certains ont été victimes au niveau de l'administration du fait qu'ils ne sont pas de tel ou tel parti politique, de tel ou tel clan, et malheureusement ça contribue à tirer vers le bas notre administration. On a vu des grands commis de l'État qui sont restés dans l'ombre, qui n'ont pas pu évoluer sérieusement et sereinement, simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne carte politique. Et si le combat actuel rentre dans tout prend en compte tous ces compartiments, c'est à saluer. C'est à saluer. Il faut travailler à moderniser donc l'administration publique. En tout cas, indique le ministre de la fonction publique, ce projet de texte s'inspire de l'article 12 de la Constitution du 2 juin 1991, des travaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs de 2006, ça remonte à loin, des travaux du collège des sages suite à la crise sur l'affaire Norbert Zongo, ça remonte également à loin, et tous ces textes-là ont reconnu la nécessité de dépolitiser l'administration publique. Pour Bassolma Bazié, justement, ceux qui saccagent, et ça fera plaisir à Bernard Bougman, ceux qui saccagent l'état de droit, pas ceux qui, mais ceux qui saccagent l'état de droit, ceux qui saccagent le fondement de la construction véritable du pays, c'est le fait qu'on constate non seulement du laxisme dans l'administration publique, du favoritisme, et un certain nombre d'aspects sociaux sur lesquels on se base pour mettre des gens bien formés et bien compétents de côté. Fin de citation. C'est tout cela qui est à corriger. Un dernier tour de table là-dessus. Et on commence par vous. Sur les questions de favoritisme, toutes les entités burkinabées le font, que ce soit des entités politiques ou syndicales. Sur les questions de favoritisme, il ne faut pas rêver. Et puis, on avait déjà des acquis, où certains postes de DG sont nommés par appel à candidature. Même si certains avaient une couleur politique, on sait qu'ils sont de tel parti politique, au moins la procédure a été respectée. Mais quand le MPSR est arrivé, il y a combien de DG qui ont été nommés par appel à candidature? Dans des postes où c'était le cas? Oui, où c'était le cas. Et le contrat courait. Quand on a débarqué en conseil des ministres et nommé immédiatement quelqu'un d'autre. La RTB, Sidoya, et j'en oublie. C'était déjà des acquis. Et je pense que j'aurais pu lancer cet appel comment on appelle ça, à candidature, pour respecter déjà l'esprit et la lettre. Et ensuite, ça allait permettre, je me dis, de garantir effectivement une scène, un concours qui allait réellement être apprécié, un acte qui allait être apprécié. Mais on ne l'a pas fait. Mais nous, militaires, on a remplacé, débarqué, remplacé, débarqué, remplacé, débarqué, remplacé. Et c'est tout ça qu'il faut corriger. Certains ont voulu rester en justice et ont été reçus pour dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas trouver des arrangements? Est-ce que non, quand même. Donc si on est porteur d'une telle initiative, le MPSR aurait pu être, je dis bien, plus regardant. Donc, quelles sont les règles qu'on édicte pour une administration républicaine, au service du citoyen, au service de la nation? Je pense que l'enjeu est beaucoup plus à ce niveau-là. Donc, et qu'on privilégie effectivement la qualité du travail, la technicité. Un parti politique, je dis bien, arrive et nomme ces gens. Faire en sorte que même dans le choix d'un homme politique qui est techniquement compétent, que ça respecte la technicité plutôt que d'autres, comme on appelle ça, d'autres considérations. Des partis politiques ont nommé des cadres excellents qui ont fait un travail excellent pour le Burkina. Des partis politiques aussi ont nommé des gens, ça ne volait pas haut. La transition de 2015 a nommé des gens, ça ne volait pas haut. On était en transition. Cette transition a nommé des gens, regardez déjà le résultat de certains des gens nous ont donné en quelques mois. Donc, ça ne vole pas haut. Donc ici, quelles sont les règles pour une administration républicaine? Même pour les questions de campagne, on ne peut pas utiliser le matériel de l'État. Même là, ça demande suffisamment d'intelligence. Parce que quand un ministre part en inauguration d'infrastructure ou lancement des travaux d'infrastructure à 1 an et à quelque temps des élections, mais il part avec le matériel roulant parce qu'il part au nom de l'État burkinabé. Mais derrière, il peut battre sa campagne déguisée. Comment on fait tout ça? J'ai dit, c'est pourquoi il faut être
il faut avoir surtout de la sérénité et déposer réellement des bases claires qui respectent le dispositif républicain. Sinon, on va faire du populisme. Après, ça nous rattrape. Et souvent, c'est inopérant. C'est inopérant. Il va falloir travailler à tout cela et corriger l'état de notre administration publique. Oui, moi je pense que on est habitué à la même rengaine. On va réduire le train de vie de l'État, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé ce discours. On va faire la promotion de la méritocratie, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé ce discours. Il faut dépolitiser l'administration, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé ce discours. Même on va avoir, ça on n'a pas eu le temps d'en parler, un budget de guerre. C'est ça. Mais notre budget là, il est passé de 94 milliards de la défense en 2016 à 288 milliards en 2021. Si ce n'est pas un budget qui devient budget de guerre là, il n'y a pas budget de guerre plus ça que ça. Côté sécurité, on est passé de combien? 72 milliards en 2016 à combien? 130 milliards. Si ce n'est pas des budgets de guerre, c'est quoi? Donc, on aura l'occasion de parler du budget. On a déjà un budget de guerre. Donc pour moi, arrêtons la parlotte. Arrêtons les discours. Commençons à donner l'exemple. Comme ça, le Burkinabé qui est assis, quand il vous regarde, il lit un peu plus dans où vous êtes en train de partir. Sinon, nous parler là, on nous a tous parlé, on nous a trop parlé. Il y en a qui ont parlé, qui sont partis. Mais parce que dans ce qu'ils posaient maintenant comme acte, on ne lisait plus l'adéquation entre la parole et l'acte qui est en train d'être posé. Je crois que, voilà pourquoi j'ai dit sur certaines questions, nous, on attend d'avoir les définitions conceptuelles. Et puis après, on voit comment est-ce que ça va être habillé et tout. Et puis comment eux-mêmes vont commencer à donner l'exemple sur ce chapitre-là. Sinon, le diagnostic de la vie burkinabé, de sa réalité, de ses problèmes est connu. Maintenant, le problème, chacun vient administrer son remède et puis on prend la température pour voir si elle est en train de baisser. Il faut que chacun prenne la température, n'est-ce pas? Inoussa Ouedraogo, en une minute, il va falloir qu'on sorte des paroles pour arriver effectivement aux actes. Tout à fait. Moi, je pense que ce serait bien de respecter les règles éthiques et déontologie de la fonction publique. Si ça s'est fait déjà, on aurait avancé considérablement. Et ensuite, moi aussi, j'attends de voir les questions de méritocratie, comment on va le faire. Est-ce que désormais, tous les postes, ça serait par concours, par test? Moi, je ne sais pas comment on va faire. Oui. Parce que la méritocratie, c'est déjà bien. Depuis des années, on en parle. Il faut ceux qui méritent. Mais comment on juge ceux qui méritent quand nous sommes tous sortis de la même école et que nous nous sommes retrouvés à des postes de responsabilité? Et si vous devez faire le choix, c'est difficile de dire qu'un tel est meilleur à un tel sans avoir dit clairement qu'est-ce qu'on attend de lui et sur quels sont les critères de sélection, etc. Or, très souvent, comme je le dis, le ministre lui-même, il est nommé sur quels critères? Sur quelle méritocratie? Le secrétaire général du gouvernement, c'est sur quels critères politiques? Voilà. Donc, si c'est sur des critères politiques, après, c'est difficile à des hommes politiques d'établir des critères objectifs de recrutement. Sauf si vraiment, depuis le ministre, on a des critères clairs. Dans ce pays, on a vu des premiers ministres qui ont dit qu'on va régulièrement noter les ministres. Et puis en fonction de leurs résultats, on verra s'il faut les débarquer ou pas. Mais après, eux-mêmes sont débarqués même avec leurs ministres. Ils sont débarqués. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Le ministre est un poste politique, donc on le nomme sur des critères politiques. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, la 4e de la semaine, qui a évoqué la dépolitisation de l'administration publique burkinabé. Nous avions également parlé en prélude de cette requête de financement pour les VDP. Merci aux juges qui ont planché aujourd'hui. Juge Bernard Boukman, merci. Merci bien. Merci au juge Geoffroy Avara. Merci juge Inoussa Ouedraogo. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Prenez soin de vous en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.